S'il y a quelque chose qui nous unit tous, c'est bien la stupidité. Car lorsqu'on parle de stupidité, tout le monde est concerné. Moi aussi, vous aussi, il n'y a pas trop de doute. Après, évidemment, il y a des gens pour lesquels c'est un peu plus facile de l'être, mais c'est un autre débat que je ne vais pas aborder aujourd'hui. Peut-être que vous vous êtes déjà senti super bête devant d'autres personnes, devant des sujets qui vous paraissaient au-delà de vos connaissances, devant des explications qui vous dépassaient. Peut-être que ça a été le cas pour bon nombre d'entre nous durant la scolarité notamment. Mais figurez-vous qu'aussi stupide que vous soyez, et je suis certain que vous l'êtes, il est possible que ce soit en vrai un avantage. Pour votre curiosité, pour votre créativité et pour votre pensée critique. Mais tout ça a une condition, c'est que vous pratiquiez ce que l'on appelle la stupidité productive. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Inspiration. Quand j'étais en prépa, on avait au fond de la classe une armoire dans laquelle traînaient tout un tas de choses, des vestiges des classes qui nous ont précédés. Il y avait des vieux livres de préparation au concours, des annales évidemment des sujets de concours, et il y avait même un sac poubelle. Un sac poubelle rempli d'une bonne cinquantaine de canettes de coca qui étaient vides et qui avaient été mises là pour faire des expériences en physique. Et c'est tombé sur moi d'ailleurs, donc dédicace à mon pote Malcolm, avec qui j'ai dû faire des oscillateurs à partir de ça. Les expériences et les oraux ont été absolument catastrophiques sur ce volet-là, mais au moins on a bien rigolé. Parmi toutes les merveilles de ce fameux placard, il y avait aussi des documents qui traînaient dans des pochettes, et notamment un article. J'avais lu cet article à l'époque, il était pas très long, il tenait sur une page, parce que j'avais trouvé le titre marrant, et ensuite je suis passé à autre chose. Quand j'étais en école d'ingé, j'avais un projet de recherche à faire avec mon groupe de travail, et un jour, on a dû aller voir la prof qui nous supervisait dans son labo. Et dans le même couloir que celui où se trouvait la prof en question, sur la porte fermée du bureau d'à côté, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon œil, quelque chose qui était accroché à la porte. C'était ce même article, dont le titre avait été surligné en jaune. L'importance de la stupidité dans la science. Ça a évidemment réveillé le souvenir de la prépa dont je viens de vous parler. Je crois que j'ai pris en photo l'article sur la porte, peut-être que j'ai relu l'article mais j'en suis pas complètement sûr, et ensuite je suis passé à autre chose. Et enfin, il y a quelques temps, alors que j'essayais de trouver des nouvelles idées pour le podcast, des nouveaux épisodes un peu dans la vibe des précédents qui sont sortis, cet article-là, il m'est revenu en tête. Je l'ai retrouvé, je l'ai relu, et il faut que je vous en parle. Le terme de stupide, il est marqué par un aspect péjoratif. C'est lié au manque d'intelligence, au manque d'esprit, au manque de réflexion. Martin Schwartz raconte, dans son article, une anecdote. Il a croisé par hasard une vieille amie. Ils s'étaient rencontrés à l'époque où tous les deux étaient en train de préparer leur doctorat. Son amie, elle a fini par quitter le doctorat pour se reconvertir dans le domaine du droit, en devenant avocate dans une grande organisation environnementale. Et alors qu'il la croise, Martin Schwartz, il en profite pour lui demander pourquoi. Pourquoi elle a fini par abandonner, et la réponse qu'il a reçue l'a beaucoup surpris. Son amie, durant la préparation de son doctorat, elle se sentait stupide. Et elle a donc décidé d'arrêter. Et on parle par ailleurs d'une dame qui est ensuite allée à Harvard pour sa reconversion en droit. Donc c'est vrai que quand on entend la formule se sentir stupide, c'est un peu surprenant. Et en fait, en y repensant, Martin Schwartz, l'auteur de l'article, il se rend compte que lui aussi, il s'est senti stupide lorsqu'il a préparé son doctorat, mais plus encore, lui, il est devenu chercheur en microbiologie, et il se sent stupide dans son travail. Et c'est comme ça que lui sont venues les réflexions sur la stupidité qui ont amené à la rédaction de cet article dont je vous parle. Il considère que par essence, la science est faite pour nous faire sentir stupides. Par contre, cette stupidité, ça doit être une stupidité productive, une stupidité qui doit nous faire sentir bêtes. Pas bêtes de façon relative, c'est-à-dire comparée à quelqu'un d'autre qui comprendrait moins bien que nous, mais réellement bêtes, c'est-à-dire au sens où on fait des efforts pour comprendre mais on n'y arrive pas. Faire preuve d'une stupidité productive, c'est se confronter à une stupidité entre guillemets absolue, qui démontre nos failles, qui démontre nos lacunes, nos faiblesses et nos ignorances. Et c'est à partir de ça qu'on est capable d'identifier les aires sur lesquelles on a du travail à fournir pour ne plus être dans l'ignorance. Et en partant de ces constats-là, moi je trouve qu'il y a quelques éléments qui sont intéressants à ajouter. Première chose, quand elle est vue comme ça, la stupidité devient un point de départ. Ça devient un point de départ de la curiosité. Dans mon épisode Devenir Léonard de Vinci, je vous donnais l'exemple des questions que peuvent se poser les enfants, et je l'illustrais avec la question pourquoi le ciel est bleu. C'est exactement la même chose ici.
La stupidité, l'absence de réponse ou la réponse de premier niveau, c'est un point de départ. C'est un lancement vers la curiosité. Parce que si vous vous posez des questions bêtes, fondamentalement bêtes, ou alors juste naïves comme peuvent le faire les enfants, alors ça permet de révéler ce que vous ne savez pas encore, ça vous montre les pistes que vous avez à explorer, et ça devient un argument pour être curieux, pour découvrir de nouvelles choses. Deuxième élément, la stupidité, elle vous rend humble. C'est évidemment valable sur ce que nous décrit l'auteur, en particulier dans la science, mais c'est encore une fois valable dans le milieu académique et scolaire. Que vous ayez été premier ou dernier de la classe, combien d'entre nous ont déjà eu la boule au ventre avant certains cours? Combien d'entre nous ont baissé les yeux quand les profs posaient une question, juste pour ne pas être interrogés, pas forcément parce qu'on ne savait pas, mais vraiment par peur, même de donner une réponse qui serait juste inexacte ou approximative? Et combien d'entre nous ont évité à tout prix, mais à tout prix, de se faire remarquer en arrêtant de bouger, limite en arrêtant de respirer, pile au moment où il fallait passer au tableau, à nouveau pour ne pas se sentir humilié devant toute la classe si jamais on n'arrivait pas à faire ce qui était demandé. La stupidité, elle vous rend humble, mais elle le fait uniquement si on accepte de ne pas savoir, si on accepte de prendre un certain recul et de se dire qu'en fait, ça n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'un chemin. Et perso, ça me fait encore plus penser à un pseudo-dilemme qu'on se posait quand on était plus jeune, je sais pas si vous vous l'êtes déjà posé. Il y avait plusieurs versions qui existaient, mais en gros l'idée c'était, est-ce que tu préfères être le plus nul parmi tous les meilleurs de la classe ou ailleurs, ou est-ce que tu préfères être le plus fort parmi les plus éclatés, les plus nuls? Je me souviens pas de ce que j'ai répondu à l'époque, j'en ai absolument aucun souvenir, mais quand on prend le temps de se poser 2 minutes, moi ça m'étonne aujourd'hui qu'il y ait encore des gens qui répondent être le plus fort parmi les plus nuls. Et en réalité cette réponse-là, même si elle paraît absurde, c'est une chose parce que ça vous met dans un environnement où en réalité on est complètement tiré par le bas en permanence et où vos standards sont comparativement pas poussés à être élevés. En vrai, cette réponse, je la comprends. Je la comprends parce que c'est fondamentalement lié à une seule chose, c'est l'ego. C'est l'ego qui parle, c'est l'ego qui gouverne et c'est l'ego qui empêche de faire un choix qui pourrait être, dans ce cas-là, beaucoup plus stratégique. On a peur d'être ignorant, donc on est bloqué. Alors qu'à l'inverse, si vous assumez avec calme, voire même avec une forme de sérénité que vous ne savez pas, alors vous n'avez qu'une seule voie possible, c'est celle d'apprendre. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que la pression sociale dans ce genre de cas, elle est immense. Et selon les contextes, c'est encore plus compliqué. Par exemple, dans le monde du travail. Moi, j'ai des anecdotes plus que croustillantes où j'ai été pris de haut comme une merde par des gens qui me considéraient comme inférieur, juste parce que j'avais pas telle ou telle référence culturelle. Alors sur le moment, je peux vous dire que c'est pas facile à avaler, mais si vous arrivez à vous dire qu'ils peuvent aller se faire mettre, que c'est des gros cons, que vous les emmerdez, vous verrez que c'est beaucoup plus facile à vivre et que vous êtes beaucoup plus serein avec tout ça. Mais ce que je vous dis, c'est pas facile non plus lorsque vous êtes entouré de proches. Parce que ça peut être des proches auxquels vous tenez particulièrement, que vous avez une forme d'image que vous projetez, que vous pensez avoir et que vous essayez de tenir. Donc là, l'ego, il va intervenir évidemment et il va jouer beaucoup plus. Mais de nouveau, il faut réussir à faire la part des choses et se rendre compte qu'il n'y a rien de grave, entre guillemets, qu'il n'y a rien de grave en soi, et qu'au contraire, vous avez tout à découvrir et que ça peut être même un prétexte. Donc la stupidité, littéralement, elle vous rend humble. Mais vous devriez poser d'ailleurs ce petit dilemme-là à votre entourage, à vos collègues, je pense que vous pourriez être surpris des réponses que vous allez avoir. Troisième chose. La troisième chose, elle est liée au premier élément que j'ai cité tout à l'heure. En étant stupide, de façon productive bien sûr, vous ouvrez la voie de la curiosité. Et si vous êtes curieux, vous allez explorer des choses. En faisant ça, vous allez tester, vous allez expérimenter. Et vous allez expérimenter d'une manière qui n'est pas la plus conventionnelle, tout simplement parce que vous n'avez pas les codes du domaine en question. Donc c'est un peu comme ce que j'explique dans l'épisode sur les personnalités qui font des book clubs et qui deviennent des nouveaux prescripteurs. Ils deviennent des nouveaux prescripteurs et ils changent les codes de la culture dans laquelle ils viennent s'immiscer. Ici, vous n'allez pas forcément drastiquement changer les codes ou changer les règles du domaine en question, mais vous allez l'explorer avec des nouvelles pratiques, des nouvelles approches, bref, un regard neuf qui va vous faire comprendre les choses différemment. Vous allez avoir de nouvelles idées, sans être limité par un savoir que de toute façon vous n'avez pas. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça va vous amener à tester des trucs, et donc à faire des erreurs, et donc à rencontrer des échecs, autrement dit, à avoir des informations et des données sur comment avancer pour la suite. Et si vous êtes un petit peu assidu, que vous avez bien suivi les derniers épisodes que moi je vous ai faits,
Je vous parle de tout ça dans mon épisode sur la méthode pour devenir De Vinci, notamment l'axe 1. L'axe 1 qui correspond à la curiosité radicale que vous êtes censé avoir au quotidien, et l'axe 3 sur l'expérience permanente que vous êtes censé mettre en œuvre. Si vous ne l'avez pas écouté, ou si vous l'avez écouté il y a un petit moment, allez le réécouter. Quatrième chose, la stupidité productive, elle va vous rendre plus créatif. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. En admettant ce que vous ne savez pas, vous créez déjà un état d'esprit différenciant. Parce que la plupart des gens, ils ont honte, ils ont cette question d'ego qui revient et dont je parlais il y a un moment. Ils n'admettent pas qu'ils n'ont pas la solution, ils n'admettent pas qu'ils ne savent pas. C'est très rare les gens, les secteurs, les domaines dans lesquels on revendique presque de ne pas savoir. Pas avec une forme d'orgueil, mais justement une forme d'humilité. La conséquence logique de ça, c'est d'essayer de se mettre dans un environnement où il est permis de poser des questions qui sont d'apparence stupides, mais qui en fait ne le sont pas. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir faire preuve de cette curiosité naïve, de cette forme finalement de prise de risque intellectuelle. Le fait de ne pas savoir, ça devient une sorte de levier pour penser différemment et pour être plus créatif dans l'absolu. Si vous parvenez à créer cet environnement, vous n'aurez pas cette honte dont je parlais sur l'école, cette honte de ne pas savoir. Vous serez presque, peut-être, ça dépend de votre environnement, encouragé à avoir ce point de vue un petit peu différent, un petit peu original. Mais maintenant, comment on fait pour créer cet environnement ? Parce qu'en vrai, c'est quand même ça le moins évident et c'est quand même ça le plus dur. Dans l'idéal, il vous faudrait un métier qui permette d'exercer cette stupidité productive. Alors je dis ça dans une certaine mesure, parce que si vous êtes chirurgien cardiaque, que le jour de l'opération vous vous pointez et que vous savez pas où sont les artères qu'il faut découper, on va avoir un sacré problème. Et s'il vous plaît, vous changez de métier. Mais ce que j'entends par là, c'est que vous devez pouvoir au quotidien faire face à de la nouveauté. Même si c'est sur un unique domaine, très niche, très précis, vous devez pouvoir oser poser des questions, interroger, remettre en cause ce qu'on vous présente, découvrir autre chose. Et c'est encore mieux si vous pouvez être accompagné là-dedans. Typiquement, si vous avez un mentor qui vous montre, qui vous explique, qui vous raconte comment progresser dans tout ça. Le truc, c'est que pour la plupart d'entre nous, et moi inclus, ça n'est pas dans l'environnement de travail que vous allez pouvoir complètement vous épanouir et faire ça. Donc la deuxième option, c'est bien sûr votre environnement personnel. Et là, vous avez tout à votre main pour vous faire plaisir. Vous pouvez découvrir absolument tous les secteurs, tous les domaines, toutes les disciplines. Aujourd'hui, c'est impossible de me dire que les informations ne sont pas disponibles. Elles existent. Alors évidemment, il y a parfois une démarche d'approfondissement à aller faire pour les trouver, mais tout est possible pour aller collecter de l'information. Donc il n'y a absolument aucune question à se poser, il faut foncer. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez tester par exemple un nouveau sport. Vous pouvez lire des bouquins sur une thématique que vous ne connaissez pas du tout, qui vous intrigue, qui vous interpelle. Ou alors vous pouvez lancer un projet créatif. Par exemple, et c'est ce qu'on a fait avec Gaëtan, pourquoi tout simplement ne pas lancer un podcast et parler des sujets qui vous intéressent. La seule chose qu'il faut avoir en tête, c'est bien sûr d'ajouter un peu de contrainte, un peu de friction, pour s'assurer que vous vous remettez malgré tout en question, que ce que vous faites reste, s'imprime et que vous apprenez au fur et à mesure. Parce que dans ce cas-là, vous êtes dans la découverte et il faut être d'abord dans la découverte avant de parler et de produire quelque chose. Même si, évidemment, ces deux choses-là vont de pair, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Pour finir, j'aimerais vous lire la conclusion de l'article, parce qu'elle résume finalement l'ensemble de cet épisode. C'est une traduction libre évidemment parce que l'article original est en anglais. La stupidité productive consiste à choisir l'ignorance. Se concentrer sur les questions importantes nous place dans la situation délicate d'être ignorant. L'un des aspects merveilleux de la science est qu'elle nous permet d'avancer à tâtons, de nous tromper encore et encore tout en nous sentant parfaitement bien tant que nous apprenons quelque chose à chaque fois. Cela peut être sans doute difficile pour les élèves habitués à trouver les bonnes réponses. Certes, un niveau raisonnable de confiance en soi et de résilience émotionnelle aide, mais je pense que l'enseignement scientifique pourrait faire davantage pour faciliter ce qui constitue une transition très importante. Passer de l'apprentissage des découvertes faites par les autres à la réalisation de ses propres découvertes. Plus nous serons à l'aise avec le fait d'être stupides, plus nous nous aventurerons profondément dans l'inconnu, et plus nous aurons de chances de faire de grandes découvertes. Ici, l'auteur nous parle de science, mais comme je vous le disais, c'est étendable à absolument tous les domaines de votre vie. Je m'arrête là, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'était Jules, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.